Chapitre 1. L'école silencieuse. La vieille école de Rose Hill existait depuis plus d'un siècle, ses murs de briques rouges adoucis par le temps, et son toit d'ardoise adouci par la mousse. Autrefois, elle était le cœur animé de l'enfance du village, mais depuis la construction de l'école plus récente et plus grande, plus près de la voie ferrée, le bâtiment servait à d'autres fins. Assemblée paroissiale, répétitions de chorale, brocantes occasionnelles, et ce jeudi soir-là, le thé de l'Union des mères. L'air de septembre était frais, caressé par une légère brume qui s'accrochait aux haies. À l'intérieur, en revanche, l'école était chaleureuse et joyeuse. Un feu crépitait et sifflait dans la cheminée, et l'odeur des scones fraîchement cuits se mêlait à la légère craie des vieux tableaux noirs encore arqués contre un mur. Madame Carter, l'épouse du vicaire, présidait avec une autorité douce. C'était une femme d'une énergie débordante, avec l'habitude de parler d'un ton ferme et sans contradiction. Les théières fumaient sur les tréteaux, les tasses s'entrechoquaient joyeusement, et le brouhaha des conversations montait par vagues. La jeune Madame Allen avait apporté son fameux gâteau aux graines. Mademoiselle Partridge, institutrice à la retraite et fière de son gâteau, surveillait son assiette d'un œil vigilant. Dans un coin, tricotant avec une précision sereine, était assise Miss Jane Marple. Aux yeux des non-initiés, elle pouvait apparaître comme une simple dame d'un certain âge, un châle rose soigneusement plié sur les épaules. Mais ses yeux bleu pâle, vifs sous ses sourcils blancs, ne laissaient rien passer. Elle était venue, non pas pour le thé, même si elle appréciait le gâteau de Madame Allen autant que quiconque, mais parce qu'elle croyait en la valeur de l'observation. Les gens, elle le savait, en disent long dans leur bavardage quotidien, bien plus qu'ils ne le pensaient. Ce soir-là, la conversation fut d'abord banale. Jardins et recettes, le temps qui refuse obstinément de nous offrir un été digne de ce nom, la perspective de la fête des moissonneurs. Pourtant, à mesure que la foule se raréfiait et que le crépuscule s'installait dehors, le silence sembla s'installer. Miss Partridge parlait, les lèvres fines pincées. « C'est étrange, » dit-elle en baissant la voix. « Étrange et plutôt dérangeant. La vieille école est devenue assez inquiétante ces derniers temps. » Il y eut un éclat de rire. Madame Carter parut indulgente. « Ma chère Miss Partridge, vous ne voulez quand même pas dire qu'il est tenté ?» Mademoiselle Partridge se hérissa. « Je ne suis pas du genre à me laisser aller à la superstition. Mais à 2 reprises, en fermant les placards après la répétition, j'ai distinctement entendu des pas dans le couloir. Et lundi dernier encore, j'aurais juré qu'il y avait quelqu'un dans la classe derrière moi. Pourtant, quand j'ai regardé... Vide !» Il y eut un murmure. Madame Allen regarda nerveusement les fenêtres, désormais obscurcies par la nuit. « Ce sont probablement des enfants du village qui jouent des tours, » dit vivement Madame Carter. « Ou le vent, » suggéra un autre. Miss Marple se pencha sur son tricot. Elle ne parlait pas, mais ses aiguilles cliquetaient à un rythme régulier. On entendait des pas là où il n'y en aurait pas. Ce n'était pas, pensa-t-elle, le genre de choses que Miss Partridge imaginerait. Le rassemblement se dispersa peu après. Les dames s'enveloppèrent de manteaux et d'écharpes, et la lumière des lampadaires projetait de longues ombres, tandis qu'elles se dispersaient dans les ruelles tranquilles. Miss Marple, marchant d'un pas tranquille, méditait sur les paroles de Miss Partridge. Elle n'était pas elle-même encline à l'imagination, mais elle avait appris depuis longtemps que derrière les événements étranges se cachait souvent quelque chose d'ordinaire et de troublant. Le lendemain matin, tout le village était en émoi. La nouvelle se répandit rapidement, relayée par les rumeurs essoufflées de Rose Hill. Quelque chose d'effroyable s'était produit à l'école. Lorsque Miss Marple arriva sur la place, des groupes de villageois s'étaient déjà rassemblés. La receveuse de poste, Madame Hewitt, se penchait avec sérieux sur le comptoir, annonçant la nouvelle avec délectation. « Ils l'ont trouvé là, ce matin même, » dit-elle à M. Green, l'épicier. « Mort comme un clou, le pauvre. »« Qui a trouvé ?» demanda Miss Marple d'un ton doux,
tandis qu'elle rejoignait la file d'attente. « Monsieur Pritchard, » dit Madame Hewitt en baissant la voix, sans pour autant exprimer son excitation. « Le concierge de l'école, il est allongé dans la salle de classe, paraît-il. Irréel. Et la police est déjà là. » Monsieur Green siffla. « Seigneur, des causes naturelles, vous croyez ?» Madame Hewitt pinça les lèvres. « Si soudain, paraît-il. Aucune maladie à proprement parler. Et... » Elle se pencha, sa voix se transformant en un murmure confidentiel. « Il y a eu quelque chose de très étrange. Mais je ne voudrais pas le dire, pas avant d'en être certaine. » Miss Marple accepta son colis de timbre avec sa politesse habituelle. Elle n'insista pas, sachant pertinemment que dans l'après-midi, ce détail étrange serait sur toutes les lèvres à Rose Hill. En revenant dans la pâle lumière du matin, elle marqua une pause. De l'autre côté de la place, l'école était silencieuse, fenêtres closes, un agent posté à la porte. Un silence régnait dans le bâtiment, différent de l'effervescence joyeuse de la veille. Et Miss Marple, ajustant son châle pour se protéger du froid, repensa à des pas dans des couloirs déserts. Des pas, et maintenant, le silence. Chapitre 2. Chuchotement à Rose Hill. À midi, le village était nettement divisé entre ceux qui prétendaient tout savoir, ceux qui n'étaient certains de rien, et ceux qui résolurent discrètement de découvrir la vérité. Miss Marple, qui avait toujours considéré la certitude comme une habitude dangereuse en l'absence de preuves, prit place, comme à son habitude, à une petite table en marbre, devant la vitrine du salon de thé Greeley, et écouta. Le Greeley se trouvait en face de la place, là où la rue s'incurvait et s'élargissait pour accueillir le monument aux morts, et un sycomore planté à l'occasion du jubilé de la reine Victoria. La cloche du salon de thé tintait à chaque arrivée, et l'odeur qui y régnait était un mélange réconfortant de pain grillé beurré et de thé forte en feuilles. Madame Greeley elle-même, autrefois belle femme et toujours digne, régnait au comptoir avec un calme imperturbable. Ce calme, cependant, ne s'étendait pas à ses clients. Leur voix résonnait en points lumineux dans le tintement ordinaire de la porcelaine. « C'était son cœur », déclara Madame Finch, qui avait pris un jour un tonique prescrit par le docteur Haydock et qui se considérait désormais comme une experte en médecine. Un homme de son âge et un bâtiment aussi exposé au courant d'air. N'importe qui pouvait voir. « Non, » interrompit Madame Hewitt, rayonnante d'importance. « Pas son cœur. Il y avait quelque chose, de prévu, délibérément. » Elle baissa la voix. Un recueil de cantiques, laissé ouvert sur le pupitre. Que toute chair mortelle garde silence. Il y eut le petit et délicieux halètement d'un village recevant un détail qu'il pouvait savourer. « Un message ?» souffla Madame Allen, les mains jointes. Madame Finch parut offensée. « N'importe quoi. Les recueils de cantiques s'ouvrent à tous les coins de rue. »« C'est vrai, » acquiesça aimablement Miss Marple en remuant son thé. « Généralement, à la carte. »« Et que ferait-il en semaine ?» insista Madame Hewitt, d'un ton plutôt sévère, comme si le livre de cantiques lui-même était en cause. « Pas de service, pas de répétition de chorale depuis lundi. Et Monsieur Pritchard ?» Elle acquiesça, savourant la solennité de la cérémonie. N'avait rien à faire à lire des cantiques à cette heure-là. La cloche tinta de nouveau. 2 fermières entrèrent chercher des petits pains aux graines. Un commerçant glacial trépigna et demanda du thé. La place dehors continuait d'être elle-même, indifférente aux murmures qui l'entouraient. Miss Marple regarda par la fenêtre l'école, un peu en retrait, ses grilles modestement peintes, sa porte gardée par un agent de police à la dignité inquiète d'une jeune autorité. L'agent Owen, si Miss Marple se souvenait bien, fraîchement transféré de Melford, timide avec les filles mais fier de sa bicyclette. Il se balançait d'un pied sur l'autre, jetant des regards aux passants d'une manière qui tentait la vigilance et provoquait l'inconfort. « C'est mademoiselle Partridge qui a donné l'alerte, » dit Madame Greeley, qui d'ordinaire ne se mêlait pas au ragot, mais se sentait privilégiée de fournir les gâteaux. Elle est venue à 9 heures chercher le métier à broder qu'elle avait prêté à l'Union des mères.
Elle a trouvé la porte entr'ouverte et a appelé M. Pritchard. Et comme il ne répondait pas, eh bien, elle a regardé. La pauvre, dit Madame Allen. Elle doit être dans un sale état. Mademoiselle Partridge, dit Madame Finch d'un ton décidé, ne se met pas dans les affaires. Un bref silence, puis, même si bien sûr cela ébranlerait tout le monde. Miss Marple, beurrant un scone, laissait son esprit remuer les petits détails comme une ménagère économe remue les boutons dans un bocal. Une porte ouverte un matin de septembre, un livre de cantiques sur un pupitre, des pas entendus plus tôt dans les couloirs vides. Le thé de la veille, assiettes et tasses, avait-il été rangé? Madame Carter y aurait sans doute veillé. Et pourtant, on ne pouvait en être sûr. Les événements, d'après son expérience, conservaient rarement l'agréable propreté qu'on leur attribuait. Il arrivait toujours qu'un objet tombe derrière une chaise ou soit emporté par les miettes. Elle termina son thé et se leva, son châle ajusté, l'air serein. Sur la place, elle échangea quelques mots avec M. Green au sujet du retard des prunes et avec Mme Toller au sujet de ses rhumatismes. Dans les deux conversations, elle s'accorda à dire que la météo était à l'origine des problèmes. C'était généralement le cas, du moins en apparence. L'agent Owen parut dubitatif en s'approchant de la grille de l'école. Il essaya de poser les pieds avec une fermeté qui ne lui était pas naturelle et remua la mâchoire comme pour exprimer son autorité. « Je crains de ne pouvoir laisser entrer personne, mademoiselle. »« Marple, » dit-elle gentiment. « Je n'oserais même pas demander à être admise, agent. Je me demandais simplement si Madame Carter se souvenait des tissus de l'Union des mères. Ils sont assez vieux, et la teinture dégouline terriblement s'ils ne sèchent pas à plat. Vous savez ce que sont ces petites choses. » Le regard d'Owen s'adoucit de soulagement face à un sujet qu'il maîtrisait parfaitement. « Je ne saurais dire, mademoiselle. L'inspecteur Talbot a pris les choses en main. Du comté. »« Inspecteur Talbot, » répéta Miss Marple comme si elle essayait une recette. « Je n'ai pas le plaisir. Est-il expérimenté ?»« Très bien, » dit Owen avec la foi inébranlable d'un subordonné qui a rencontré son supérieur à 2 reprises. « Du Downshire. Il compte être ici peu après le déjeuner. »« Alors, il faut que tu gardes des forces, » dit Miss Marple avec sympathie. « Rester debout, ça fatigue. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, par inadvertance, pour ainsi dire. La porte de l'école était juste assez ouverte pour suggérer une activité intense. De l'intérieur, on entendit un léger grincement de brosse sur le plancher, interrompu brièvement par une voix impérative, et le mouvement cessa. « Tout à fait, agent », lança une voix d'homme, non pas méchante, mais vive. « Personne n'entre, ni ne sort. » Un homme grand apparut, chapeau à la main, manteau déboutonné. Il avait la mâchoire carrée et le sens pratique de quelqu'un qui range les faits et n'apprécie pas qu'il bouge. Il n'était pas beau comme un magazine l'aurait souhaité, mais on imaginait qu'on lui disait qu'il avait l'air du rôle, ce qui est souvent le compliment le plus gentil. « Inspecteur Talbot ?» demanda Miss Marple. « Bonjour. Je suis Jane Marple de St. Mary Mead. Je suis en visite chez les amis de mon neveu à Rose Hill. Nous sommes tous très friands des thés de Madame Carter. » Le regard gris de Talbot s'aiguisa légèrement. Il remarqua le châle rose, les chaussures confortables, le regard doux. Il avait déjà rencontré des dames âgées, et elles avaient souvent voulu se rendre utiles. « Bonjour, Miss Marple. Je suis obligé que vous compreniez que la situation exige de l'ordre. »« L'ordre, » approuva Miss Marple, « est le pivot de tout. Je ne vous dérangerai pas maintenant. Seulement, si Madame Carter vient se plaindre du linge, peut-être que quelqu'un pourrait la rassurer. » Talbot inclina la tête. « Je veillerai à ce qu'elle soit prévenue. » S'il fut surpris que Miss Marple, après avoir fait sa course, s'attarde un instant, il ne le laissa pas paraître. Elle resta plantée là, les yeux fixés non pas sur l'inspecteur, mais sur le petit chemin de gravier menant à la porte latérale. Il avait été ratissé récemment. M. Pritchard était minutieux, et les petites marques nettes en chevron le disaient. On y voyait cependant 3 ou 4 éraflures, légères, comme celles de semelles peu habituées à fouler le gravier. Près de la marche, une faible blancheur s'était déposée dans les fissures, à peine visible sans regarder.
La poussière de craie se répandait où bon lui semblait. Les enfants ont une telle manie de mettre le désordre sans le vouloir, murmura Miss Marple, tellement différents des adultes, qui le font généralement exprès. Elle sourit comme à un souvenir familial et retraversa la place. Elle ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle s'engagea dans le chemin qui menait au presbytère et sonna à la porte latérale. Madame Carter l'accueillit avec une pâleur enjouée, cette gaieté qui atténue plutôt qu'elle ne réchauffe. « Ma chère Miss Marple, vous êtes au courant, bien sûr. C'est terrible. Entrez, s'il vous plaît. La bouilloire est... Oh, elle est toujours allumée. Je ne vois pas pourquoi cela devrait vous réconforter, mais c'est le cas. » Le salon du presbytère arborait son air habituel de bonnes intentions, agréable, un peu miteux, prêt à rendre service. Sur une table d'appoint se trouvaient les listes du thé de la veille. Madame Carter y jeta un coup d'œil, puis le détourna, comme si ces signes d'ordre ordinaire l'avaient trahi. « Tu as laissé les choses en ordre ?» demanda doucement Miss Marple, aussi bien rangée que... Oh, je le pensais. J'y suis retournée avant 9 heures pour m'assurer que les tasses étaient bien vidées. On ne laisse jamais les nappes pliées. Mademoiselle Partridge est exigeante et je suppose qu'elle a fait une autre visite plus tard. Ce pauvre homme, M. Pritchard, vivait seul, vous savez. On disait qu'il était difficile, mais être difficile peut être une qualité chez les gardiens. C'est souvent le cas, approuva Miss Marple. Vous souvenez-vous si les recueils de cantiques étaient rangés? Les recueils de cantiques? Oui, non. Autrement dit, l'union des mères se réunissait dans la grande salle, mais le placard contenant les recueils est dans la petite salle de classe. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Pourquoi? Seulement que Madame Hewitt a mentionné qu'il en restait une ouverte, dit mademoiselle Marple en observant le visage de l'autre femme, sur le pupitre. La main de Madame Carter s'arrêta sur la théière. C'est étrange. Le pupitre n'est pas habituellement conservé dans cette pièce. On le descend pour les offices. Et puis quelqu'un l'a déplacé, dit Miss Marple, comme si l'idée était à la fois évidente et délicieuse. Quel village animé nous sommes! Madame Carter s'assit brusquement, comme si le fait de rester assise maintenait les choses en place. Mademoiselle Partridge m'a dit « Oh, je suppose que je peux vous le dire » qu'elle avait entendu des pas lundi. Elle n'est pas du genre à se laisser aller, comme vous le savez. Et hier soir, quand nous avons eu fini, la petite cloche, celle que M. Pritchard utilise pour rappeler les gens à l'ordre, son battant avait été enveloppé dans un tissu pour qu'elle ne sonne pas. Il m'a dit de sa voix fatiguée « Mieux vaut éviter tout accrochage en présence de la femme du pasteur. » J'ai ri. J'ai cru à une plaisanterie. Les yeux de Miss Marple étaient d'un bleu profond et d'une grande douceur. Une cloche enveloppée, une pièce silencieuse, un hymne au silence. Le thème est cohérent. « Je n'aime pas les thèmes, » dit Madame Carter avec une soudaine véhémence. « Ils suggèrent un auteur. » Miss Marple lui tapota la main. « Il ne faut rien anticiper. » Lorsqu'elle quitta le presbytère, le ciel s'était blanchi d'un mince nuage. 2 garçons coiffés d'une casquette passèrent avec un ballon de football, puis, conscients de leur chagrin, baissèrent la voix sans trop savoir pourquoi. Miss Marple les observa et songea combien il était naturel pour les jeunes d'accepter les instructions venues du ciel, chuchoter ici, crier là, courir maintenant, être solennel. Les adultes avaient besoin de raison. Les enfants obéissaient aux atmosphères. Elle se tourna, par habitude, vers le chemin au-delà du pré, où mademoiselle Partridge occupait une maison mitoyenne avec des géraniums à la fenêtre et un heurtoir en laiton poli à la limite du châtiment. Mademoiselle Partridge ouvrit la porte elle-même. Elle avait l'air d'une femme qui a dormi dans le désordre. Tout en elle était propre, mais cette propreté ne l'avait pas rafraîchie. « Mademoiselle Marple, je suppose que vous êtes venue. » Elle ferma la porte derrière eux, comme si elle craignait que le mot ne s'échappe dans la rue. « Je l'ai trouvé. Ce n'était pas agréable. »« Je suis vraiment désolée, ma chère, » dit simplement Miss Marple. « Vous pourriez peut-être me dire seulement ce que vous souhaitez. Je ne voudrais pas que vous soyez la source de trop de chocs non partagés. » Miss Partridge réfléchit, puis fit un léger signe de tête, reconnaissant le côté pratique d'un tel confort. « Je suis allée chercher mon métier à broder, comme toujours.
La porte n'était pas verrouillée. Monsieur Pritchard était par terre, près du bureau du maître. J'ai cru qu'il était tombé. Puis j'ai vu sa main. Ses doigts étaient blancs de craie. Il y avait aussi de la craie sur la chaise et sur le bord du bureau. J'ai eu un sentiment d'inconfort, comme voir de la neige à l'intérieur en juillet. Tu n'es pas allé le voir ? Je ne l'ai pas fait. Je suis un peu démodé sur certains points et pragmatique sur d'autres. Je suis allé à la porte et j'ai sonné. Comme personne ne répondait, je suis sorti chercher M. Owen. Ce n'est pas l'image qu'on se fait d'un agent de police, ajouta-t-elle avec une légère sévérité. Mais il obéit. Miss Marple sourit. Un trait recherché chez les agents de police. Plus tard, poursuivit mademoiselle Partridge, je me suis souvenu du livre de cantiques. Il était ouvert car le pupitre était placé de manière à ce qu'il faille l'observer. Je ne suis pas très porté sur le théâtre, mademoiselle Marple, mais cela m'a semblé être une façon de mettre en scène. Si l'on voulait créer le silence, on pouvait écrire « silence » au tableau et on pouvait « oh, le tableau ». Oui, dit Miss Marple si doucement que la question ne semblait pas du tout en être une. Le tableau noir avait été essuyé avec beaucoup de soin, trop de soin. Miss Partridge serra les lèvres. Les enfants n'essuient jamais un tableau correctement. Ils le salissent. Celui-ci avait été essuyé avec un chiffon humide puis séché, ce qui lui donnait un aspect propre, mais vu de biais. Elle regarda par-dessus l'épaule de Miss Marple, comme si elle revoyait ce qu'elle aurait préféré oublier. Vu de biais, on voyait un mot, seulement la queue, car celui qui l'avait remarqué l'avait essuyé de nouveau, mais pas assez. C'était peut-être sois tranquille ou immobilité. Je ne suis pas fantaisiste, répéta-t-elle presque férocement. Non, dit Miss Marple, tu ne l'es pas. Ils restèrent assis ensemble quelques minutes encore, discutant de détails pratiques. Les vêtements de l'Union des mères étaient bel et bien au presbytère. Le corps de mademoiselle Partridge pouvait attendre. Le coroner siégerait en temps voulu. Il y aurait des questions. Sur le chemin du retour, Miss Marple croisa le docteur Haydock qui descendait de sa petite voiture. Il inclina son chapeau, le regard perçant. « Ah, Miss Marple, vous collectionnez les faits comme les autres femmes collectionnent les reçus, et les deux sont susceptibles de se révéler utiles au moment opportun. Vous me flattez, docteur. » « Pas du tout. Vous avez dû entendre la conversation. Je ne vous donnerai pas de détails médicaux. Je ne dois pas. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de coup évident à la tête. Et il n'y a rien non plus, dans l'immédiat. » Il marqua une pause, les lèvres pincées. « On n'aime pas le goût. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « Il y a de l'air, n'est-ce pas ?»« Un air, » acquiesça-t-il, et il continua. En fin d'après-midi, la première théorie bien ficelée avait pris forme et était présentée en part, comme on offre un gâteau quand le meilleur est parti, avec enthousiasme, même si ce n'est pas toujours solide. La rumeur, après avoir goûté au recueil de cantiques, cherchait maintenant un coupable. Les garçons aperçus flânant près des grilles avec la faveur de certains, d'autres, un itinérant qui avait demandé du travail 2 jours plus tôt. Madame Finch avança l'idée du cacao empoisonné avec une vigueur qui suggérait une profonde expérience personnelle des boissons. La caisse de la brocante fut comptée et jugée exacte, ce qui déçoit plusieurs personnes qui espéraient un shilling manquant pour tout expliquer. Miss Marple, assise près de la fenêtre de son cottage avec son tricot, ne prit aucune tranche. Elle tenait à la place un inventaire différent, la cloche emballée, l'essuyage minutieux, la craie sur les doigts, le pupitre déplacé pour déclarer un thème. Le silence était de mise, le bruit était étouffé. On pouvait, pensait-elle, apprendre beaucoup de ce qu'on ne supportait pas d'entendre. Certains tressaillissaient aux larmes, d'autres aux rires. Certains détestaient les questions, d'autres leurs propres réponses. À 5h30, l'inspecteur Talbot se présenta au presbytère, puis, après une pause, à griller. Son attitude avait la franchise d'un homme qui souhaite être vu s'occuper des choses dans l'ordre. À 6h, il se présenta de nouveau devant l'école et donna une instruction au gendarme, qui s'éloigna à vélo à toute vitesse. À 7h moins le quart, la cloche de Saint-Michel sonna pour les vêpres,
et le son se répercuta doucement sur la place, comme la laine d'un châle. Miss Marple se leva. Elle n'avait jamais trouvé la prière incompatible avec la réflexion. Parfois, l'une favorisait l'autre. En attrapant son chapeau, elle songea avec ce froncement de sourcils qui n'était qu'une infime empreinte entre ses sourcils, que la cloche de Saint-Michel avait sonné avec son habituel tintement courageux, mais que la petite clochette de l'école avait été étouffée, et que le cantique avait été choisi par une main désireuse d'instruire. « Silence !» murmura-t-elle en retirant l'épingle à chapeau. « Quand on insiste, c'est rarement innocent. » De l'autre côté de la rue, un rideau tressauta. Quelque part, un chien aboya, puis se ravisa. À Rose Hill, les ragots persistaient, plus bas, comme c'est souvent le cas lorsque le soir tombe, et que les esprits sont soudain livrés à eux-mêmes. L'inspecteur reviendrait au matin. Les autorités s'occuperaient de déclarations, de chronométrage, de ce qui avait été vu, et, plus dangereux encore, de ce qui avait été supposé. Et Miss Marple, qui détestait les suppositions presque autant qu'elle détestait l'odeur du chou trop cuit, se rendit à l'église tandis que le ciel se levait brièvement pour n'être plus qu'un pâle lambeau d'or, pensant à la poussière de craie et aux mains prudentes, et aux multiples façons dont le cœur humain exige d'être obéi. Chapitre 3. L'inspecteur Talbot prend les choses en main. Le lendemain matin, Rose Hill baignait dans une atmosphère à la fois solennelle et exaltante. Un décès dans un petit village n'est jamais un simple événement. C'est une rupture dans le quotidien, une perturbation qui exige d'interminables commentaires. Et lorsque la mort est soudaine, accompagnée de rumeurs étranges, l'effet est décuplé. L'inspecteur Talbot arriva ponctuellement à 9 heures, sa voiture s'arrêtant devant l'école avec un grondement trop moderne, trop vif, pour la place endormie. Il en sortit vêtu de son pardessus sombre, son carnet déjà en main, et d'une démarche déterminée qui suggérait qu'il n'aimait pas tergiverser. L'agent Owen, l'air un peu plus assuré maintenant qu'il bénéficiait du soutien officiel, se redressa vivement. Un groupe de villageois flânait sur la place, vaquant à des courses qui, à première vue, semblaient totalement inutiles. Madame Finch passait par hasard avec son panier de courses. Le garçon de M. Green avait été envoyé avec un message qui aurait bien pu attendre, et même la postière faisait une rare apparition devant son comptoir. Miss Marple, quant à elle, était discrètement assise à la fenêtre du salon de thé de Madame Grillet, son sac à tricot à côté d'elle. Elle n'avait aucune intention de s'immiscer dans les activités officielles, mais elle savait pertinemment qu'une fenêtre et une théière offraient un point de vue des plus confortables. À l'intérieur de l'école, l'inspecteur Talbot procéda à son examen avec la minutie d'un homme qui aimait que tout soit bien rangé. Le corps de M. Pritchard avait été enlevé, mais la salle de classe portait des traces de ce qui s'était passé. Talbot remarqua le pupitre avec son livre de cantiques ouvert, les légères traces de craie encore collées au bureau, et le tableau noir soigneusement nettoyé qui, exposé à la lumière, laissait néanmoins apparaître une trace fantomatique. « Mise en scène », dit-il sèchement. « Quelqu'un voulait créer un effet. Mais pourquoi? Et pour qui? L'agent Owen s'est risqué. Serait-ce des enfants, monsieur? Une farce qui, disons, a dépassé les bornes. » Talbot lui lança un regard froid. Les enfants n'installent pas de pupitre et n'enveloppent pas les claquettes de cloches. Ils ne laissent pas non plus les recueils de cantiques ouverts aux versets importants. Non, il y a une intention derrière tout ça. À 11 heures, il convoqua les principaux villageois au salon du presbytère. Madame Carter, pâle mais posée, était assise, les mains jointes sur ses genoux. Mademoiselle Partridge gardait son air d'institutrice, pleine d'autorité, même si ses yeux s'agitaient à chaque mention de l'école. Le docteur Haydock arriva, son stéthoscope encore dans sa poche, rappelé de sa tournée matinale. Et assise dans un fauteuil près de la fenêtre, silencieuse comme une ombre, se tenait mademoiselle Marple. L'inspecteur Talbot commença par les faits. Monsieur Pritchard a été découvert hier matin par mademoiselle Partridge. Il n'y a aucun signe immédiat de violence. Le docteur Haydock fournira un rapport officiel,
mais les observations préliminaires suggèrent que sa mort n'est pas due à des causes naturelles. Les circonstances dans la pièce, la disposition des objets, les signes d'un arrangement délibéré sont hautement suspects. Madame Carter haleta doucement, son sang-froid s'effritant. « Oh là là, oh là là !» Miss Partridge serra les lèvres. « Je savais que ce n'était pas bien. Je vous l'avais dit, Madame Carter. J'avais dit que ça donnait l'impression d'être artificiel. » L'inspecteur inclina la tête. « Tout à fait. Il faut donc se demander qui aurait pu vouloir du mal à M. Pritchard. Il n'était pas, de la vie générale, un homme très connu. Il vivait seul, s'acquittait de ses devoirs et était surtout connu pour son lien avec l'école. Quelqu'un ici a-t-il observé un comportement inhabituel ces derniers temps ?» Il y eut un silence. Puis le docteur Haydock s'éclaircit la gorge. « Il m'a consulté il y a 15 jours pour un léger rhumatisme. Rien de grave. Sinon je ne peux pas dire que j'ai remarqué grand-chose. C'était un homme méthodique, presque à l'excès, très pointilleux sur l'ordre. »« Tarot, » répéta faiblement Madame Carter. « Oui, il était difficile. Il grondait les enfants quand ils raclaient le chemin de gravier. Mais personne ne le ferait pour une chose pareille. Les gens, dit Miss Marple d'une voix calme, commettent souvent de graves délits pour des broutilles. Ce n'est pas l'ampleur de l'affaire qui compte, mais la profondeur du sentiment qui y est attaché. » L'inspecteur Talbot se tourna vers elle, poli mais méfiant. « Vous parlez avec conviction, madame. » Miss Marple sourit agréablement. « Oh, je ne prétends rien savoir d'important, inspecteur. Seulement on peut voir des parallèles. Il était une fois une servante de St. Mary Mead qui jeta une bouilloire en parfait état par la fenêtre, parce que sa maîtresse insistait pour que la grille soit polie différemment. C'était une fille respectable par ailleurs, mais son ressentiment grandit jusqu'à la consumeur. La nature humaine, vous savez, est remarquablement constante. » Talbot prit note, même si son expression trahissait le scepticisme. « Merci, mademoiselle Marple. » Il reprit vivement. « Mademoiselle Partridge, vous avez mentionné avoir entendu des pas dans l'immeuble en début de semaine ? » « Oui, » répondit fermement mademoiselle Partridge. « Lundi soir. Je fermais les placards à clé après la répétition de la chorale. J'ai distinctement entendu des pas dans le couloir. Quand je suis allé voir, rien. Cela m'a perturbé sur le moment, mais je n'ai rien dit, ne voulant pas paraître fantaisiste. Les portes étaient-elles correctement verrouillées à cette occasion ? C'est vrai. J'y ai veillé moi-même. » Talbot tapota son crayon. « Alors quelqu'un a eu accès, soit avec une clé, soit par un autre moyen. » Il leva les yeux. « Il faut qu'on nous explique les clés de M. Pritchard. Ont-elles été retrouvées sur lui ?» L'agent Owen secoua la tête. « Non, monsieur. Disparu. » Un frémissement parcourut la pièce. Madame Carter poussa un léger cri, et les aiguilles de Miss Marple claquèrent un seul coup sec, avant de reprendre leur rythme paisible. L'inspecteur poursuivit. « Ça, au moins, c'est tangible. Nous allons chercher les clés, et nous examinerons de très près ceux qui ont pu se trouver dans l'école ces derniers jours. En attendant, je demande à chacun de limiter ses spéculations. Les ragots ne remplacent pas les preuves. » C'était certainement vrai, pensa Miss Marple, mais les ragots, d'après son expérience, recelaient souvent un fond de vérité, à condition d'avoir la patience de les séparer de l'ivraie. À la fin de la réunion, elle s'attarda un instant derrière les autres. « Inspecteur Talbot, » dit-elle doucement, « vous avez tout à fait raison concernant les preuves. Mais puis-je vous suggérer, si vous voulez bien pardonner l'intervention d'une vieille dame, de prêter attention non seulement à ceux qui voulaient du mal à M. Pritchard, mais aussi à ceux qui souhaitaient imposer le silence. Certaines personnes ne supportent pas le bruit. C'est curieux, mais très révélateur. » Talbot lui lança un regard à mi-chemin entre la courtoisie et le congédiement. « Merci, Miss Marple. Nous ne ménagerons aucun effort. » Elle inclina la tête comme satisfaite. Mais tandis qu'elle sortait dans la fraîcheur matinale, son esprit s'agitait, calmement et sans cesse. Clés manquantes, sonnettes assourdies, tableaux noirs effacés. C'était, songea-t-elle, un peu comme un de ses patrons de tricot. Les pièces étaient éparpillées, mais avec le temps, avec de la patience, elles finiraient par s'arranger. Et Miss Marple avait toujours été patiente.
Chapitre 4. Le village pointe du doigt. Le lendemain, Rose Hill avait réussi ce que tous les petits villages réussissent avec une efficacité remarquable. Il avait produit une théorie, un suspect et un sentiment général de soulagement que l'affaire puisse finalement être expliquée. La théorie était que la mort de M. Pritchard était liée à l'argent. Pas beaucoup d'argent, bien sûr. Rose Hill n'était pas le genre d'endroit où les fortunes se cachent sous les matelas, mais suffisamment pour susciter l'indignation et l'envie. Le suspect, naturellement, était M. Edgar Blake, charpentier de métier et réputé pour son caractère plutôt rude. On l'avait vu plus d'une fois à l'école, effectuant de petites réparations. Et plus accablant encore, on l'avait entendu marmonner au Lion Rouge que le vieux se prenait pour le maître des lieux. Madame Finch déclara que c'était une preuve suffisante. On ne fait pas ce genre de remarques sans le vouloir, et M. Blake a toujours eu un caractère colérique. M. Green, l'épicier, en était tout aussi certain. Il a déjà eu des problèmes de facture. J'ai dû attendre 3 mois pour être payé. Si M. Pritchard retenait son salaire ou se plaignait, eh bien cela pourrait pousser quelqu'un à prendre des mesures désespérées. Au moment où Mme Hewitt a ajouté qu'elle avait vu Blake porter un marteau dans la ruelle le matin même avant que le corps ne soit retrouvé, le verdict était scellé dans l'esprit de beaucoup. L'inspecteur Talbot, entendant tout cela les bras croisés et l'air sévère, n'objecta pas immédiatement. Il convoqua M. Blake à l'école, l'interrogea attentivement et fit mine d'examiner ses outils. Blake lui-même, un gaillard trapu au visage buriné, devint de plus en plus maussade sous cet examen. « Je te l'ai dit, » répéta-t-il pour la 3e fois, la voix plus forte. « J'ai un peu retouché le cadre de la fenêtre la semaine dernière. Pritchard me l'a demandé lui-même. S'il s'est disputé avec moi, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais touché. Pourtant, vous admettez que vous étiez dans l'école la veille de sa mort ?» insista Talbot. « Oui, je suis allé chercher mon ciseau que j'avais oublié. La porte n'était pas fermée à clé. »« Elle n'était pas fermée à clé, » répéta Talbot, son crayon en main. « C'est un détail curieux. » Blake se tortilla, mal à l'aise. « Je sais ce que ça peut paraître, mais je jure que c'est la vérité. Et pour l'argent, je n'avais aucune raison de me disputer avec lui. Si j'étais en retard pour payer chez l'épicier, ça me regarde, pas Pritchard. » Malgré ses protestations, les murmures s'amplifièrent dans le village. À l'heure du thé, la plupart étaient convaincus de la culpabilité de Blake. C'était plus simple ainsi. Un accès de colère, un outil à portée de main, une querelle sans doute exagérée. La simplicité était toujours bienvenue quand la peur persistait. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas convaincre aussi facilement. Cet après-midi-là, elle était assise dans le salon de Madame Carter, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec régularité, tandis que la femme du pasteur servait le thé avec une énergie nerveuse. « Je ne peux pas imaginer cela de la part de M. Blake, » dit Madame Carter, bien que son ton fût hésitant. « Il est brutal, certes, et pas toujours très poli, mais un meurtre, cela me paraît tout à fait impossible. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Ce sont souvent ceux qui paraissent impossibles qui sont choisis comme coupables, ma chère. Cela permet aux autres de se sentir à nouveau en sécurité. Mais j'ai appris que les crimes sont rarement aussi faciles. » Madame Carter lui lança un regard perplexe. « Alors vous pensez… »« Oh, je ne pense pas encore, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « Mais j'ai remarqué que l'inspecteur Talbot n'a pas interrogé M. Blake à propos des cloches ou des recueils de cantiques. Il n'a pas non plus demandé si M. Pritchard laissait de la craie sur ses mains. Si M. Blake est coupable, c'est d'une manière très inhabituelle, et des manières inhabituelles trahissent souvent quelqu'un d'autre. » Ce soir-là, à la tombée de la nuit et alors que les lampadaires s'allumaient à Rose Hill, l'inspecteur Talbot annonça que M. Blake serait placé sous étroite surveillance. « En attendant de nouvelles preuves, » dit-il fermement, et bien qu'il ne qualifiât pas l'arrestation d'acte, les villageois la considérèrent comme telle. Mais tandis que Miss Marple rentrait lentement chez elle, son châle enroulé autour de ses épaules pour se protéger de l'air nocturne, elle ne pensait pas au marteau de Blake ni à ses dettes, mais à quelque chose de bien plus calme. Le silence si délibérément arrangé dans cette école, et l'esprit curieux qu'il avait désiré. Chapitre 5. Les secrets derrière les rideaux.
L'arrestation, ou presque, de M. Blake avait pendant une journée donné à Rose Hill une illusion de calme. Les gens vaquaient à leurs courses avec un air satisfait et vif, comme si justice avait été faite et qu'eux-mêmes avaient joué leur rôle en transmettant les bons murmures. Pourtant, sous cette autosatisfaction se cachait un profond malaise, car certains villageois ne semblaient pas tout à fait à l'aise avec l'histoire qui avait été tissée, et quelques-uns semblaient là même plus à l'aise qu'ils ne le devraient. Miss Marple observa cela, comme toujours, sans attirer l'attention. Elle fit sa promenade quotidienne dans la grande-rue, s'arrêtant pour admirer les dahlias de Madame Allen, pour s'enquérir des rhumatismes de Madame Toller, et pour demander le prix des œufs chez l'épicier. Mais ses yeux, appuyés sur sa canne, ne se fixaient ni sur les fleurs, ni sur les maladies, ni sur les œufs. Ils se fixaient sur les visages. Et elle remarqua tout particulièrement que Madame Hewitt, d'habitude si avide de bavarder, évitait son regard et se précipitait à l'intérieur dès que Mademoiselle Marple approchait du bureau de poste. Tout aussi étrange était la jeune Elsie Pratt, l'institutrice qui avait pris la relève après le départ à la retraite de Mademoiselle Partridge. Elsie était une jeune fille vive et compétente, appréciée de tous. Mais ce matin-là, elle était pâle et ses réponses étaient brèves, presque sèches. Plus tard dans la journée, Miss Marple alla prendre le thé avec le docteur Haydock. Le docteur avait toujours aimé s'entretenir avec elle, mi-amusé, mi-exaspéré par son habitude d'appliquer des analogies villageoises aux sujets les plus sérieux. Il lui servit lui-même une tasse, d'un air inhabituellement grave. « Vous avez entendu dire que Talbot a l'intention de porter plainte contre Blake ?» a-t-il demandé. « Je l'ai fait, » répondit Miss Marple en posant son tricot sur ses genoux. « Mais je me demande, docteur, si vous pensez que c'est probable. » « Probable ?» Le docteur Haydock fronça les sourcils. « D'un point de vue médical, c'est absolument improbable. Je ne manquerai pas aux convenances professionnelles, mais je peux dire ceci. Il n'y avait aucune trace de coup, aucune blessure qui aurait pu être infligée par un marteau ou un outil de menuisier. Pritchard est mort d'une manière tout à fait contre nature. Délibérément, certes, mais pas par la violence comme on l'imagine habituellement. Si Blake est coupable, ce n'était pas avec ses poings. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. « Je m'en doutais. Parfois, vous savez, on préfère les méthodes qui laissent peu de traces. J'ai connu une dame qui refusait de se parfumer, car elle disait que cela racontait des histoires dans les couloirs longtemps après son départ. Mais elle parfumait ses mouchoirs à l'eau de lavande, très légèrement. Il fallait être très près pour le remarquer. Les méthodes subtiles, docteur, peuvent être très efficaces. » Le docteur rit malgré lui. « Vous et vos comparaisons avec le village, mademoiselle Marple. Mais vous avez raison. C'est subtil ici, trop subtil pour un homme comme Blake. » Ce soir-là, les rumeurs revinrent. Madame Carter, à voix basse, confia à mademoiselle Marple avoir trouvé quelque chose d'assez troublant dans le fatras de l'Union. Un bout de papier glissé dans l'un des recueils de cantiques. Il ne portait qu'un seul mot, écrit en lettres capitales. « Toujours. » Je ne sais pas si c'était pour une raison innocente, dit madame Carter en se tordant les mains. Mais ça me glace le sang, Miss Marple. Ça me glace le sang. Miss Marple lissa le papier d'une main ferme. Les mots font parfois ça, ma chère, mais il faut les comprendre à leur juste valeur. Dites-moi, ce livre était-il l'un de ceux utilisés la veille de la découverte de M. Pritchard? Madame Carter semblait incertaine. C'est possible. On les a tous empilés. Eh bien, dit doucement Miss Marple, on peut empiler les livres, mais les mots, on les choisit. Il ne faut pas l'oublier. À la fin de la semaine, l'inspecteur Talbot commençait à pressentir la fragilité de son affaire. Blake restait obstiné, niant toute connaissance du livre de cantiques, de la cloche ou de la poussière de craie. Entre-temps, des révélations modestes mais révélatrices furent révélées. M. Pritchard s'était récemment disputé avec Elsie Pratt au sujet de l'utilisation de l'école. Mademoiselle Partridge s'était disputée avec lui au sujet de factures égarées. Madame Hewitt, malgré ses propos véhéments, avait été surprise par lui en train d'utiliser le téléphone de la poste pour des appels personnels. C'était, songea Miss Marple, un peu comme regarder de la dentelle. De loin, le motif semblait net et uniforme, mais en y regardant de plus près,
On voyait les interstices, les trous, les fils qui se croisaient de façon peu nette. Chaque villageois, semblait-il, avait une raison petite ou grande de s'indigner. Et quelque part parmi ces ressentiments, il n'y avait pas seulement du ressentiment, mais aussi une intention. Chapitre 6. Une deuxième perturbation. Les rumeurs concernant Blake ne s'étaient pas encore calmées lorsque Rose Hill fut à nouveau secouée. Cela survint, comme souvent, au cœur de la nuit, au plus profond du village, lorsque le silence était total, que les ruelles n'étaient que brume et les maisons, aux fenêtres obscures. À 11h30, la cloche de Saint-Michel sonna. Non pas le carillon, que l'horloge de la tour sonna avec une dignité mesurée, mais la clochette du sacristain. Elle sonna une fois, 2 fois, puis s'arrêta brusquement, comme étouffée au milieu de son tintement. Au matin, tout le village bourdonnait. Madame Hewitt avait été la première à l'entendre. Elle jurait s'être levée pour aller chercher un verre d'eau quand la cloche avait sonné. Le fils de M. Green affirma l'avoir entendu aussi, et son récit s'enrichissait d'heure en heure, jusqu'à ce qu'il affirme avoir vu une ombre à la porte de l'église. D'autres ricanaient, mais les faits étaient indéniables. Rose Hill était déstabilisée. L'inspecteur Talbot ne perdit pas de temps. À 8h, il examinait l'église avec l'agent Owen, tous deux escaladant la sacristie et gravissant les marches du clocher. Aucun signe de manipulation ne fut constaté, à l'exception d'un détail étrange. La cloche du sacristain avait été soulevée de son support et reposée, sa corde oscillant encore faiblement à leur arrivée. « Voilà qui est clair, » déclara Talbot. « Quelqu'un dans ce village a un penchant pour le théâtre. D'abord l'école, maintenant l'église. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception. » Et comme pour donner du poids à ces paroles, un second détail apparut en milieu de matinée. Mademoiselle Partridge, s'aventurant une fois de plus dans l'école pour récupérer son matériel pédagogique, découvrit que le tableau noir avait de nouveau été essuyé, si soigneusement qu'aucune main d'enfant ne pouvait en être responsable. Pourtant, sous un angle, dans la lumière oblique, on distinguait à peine de légers traits de craie. Cette fois, le mot était clair. Faire taire. La révélation se répandit comme une traînée de poudre. Certains insistèrent sur le fait que c'était la preuve de la culpabilité de Blake. On l'avait vu boire abondamment la veille, et qui d'autre qu'un ivrogne se baladerait en sonnant des cloches à minuit. D'autres, en revanche, secouèrent la tête. « Trop bien, » murmura le docteur Haydock à Miss Marple tandis qu'ils se croisaient sur le green. « Ça sent l'artifice. Quelqu'un joue un rôle. » Miss Marple, qui pensait la même chose, lui adressa un petit sourire approbateur. « En effet, docteur, d'après mon expérience, quand quelqu'un insiste si catégoriquement sur le silence, c'est parce qu'il craint que quelque chose soit dit. » Cet après-midi-là, Talbot convoqua une nouvelle réunion au presbytère. Debout devant les villageois, Madame Carter pâle et nerveuse, Mademoiselle Partridge résolument provocatrice, Elsie Pratt soumise, Madame Hewitt prétentieuse, il annonça qu'il s'agissait désormais d'une perturbation délibérée, frisant la terreur. « Soyons clairs, » dit-il d'une voix haletante. « Si ces incidents persistent, nous ne pourrons que les considérer comme le fruit d'une campagne calculée. Et s'ils font partie d'une telle campagne, alors ils sont liés à la mort de M. Pritchard. Le responsable est toujours parmi nous. » Un silence pesant s'abattit. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Madame Hewitt, incapable de supporter le silence, lança « Ce doit être Blake. Qui d'autre rôde la nuit ?» Miss Marple baissa les yeux sur son tricot, un léger pli entre ses sourcils. C'était bien beau de rejeter la faute sur Blake, mais les faits ne s'arrangeaient pas aussi facilement. Un marteau, une dispute, une dette, ce n'étaient que des querelles de village, pas des silences orchestrés. Et Miss Marple savait trop bien que l'esprit qui aspire au silence par-dessus tout est rarement brutal et maladroit. Non, pensa-t-elle, ses aiguilles claquant doucement. C'était un tout autre genre d'esprit. Chapitre 7. Miss Marple tend un petit piège.
Miss Marple, bien que placide en apparence, avait depuis longtemps décidé que l'accusation de l'inspecteur Talbot contre M. Blake était irrecevable. Un tempérament colérique, des factures impayées, même une menace murmurée à l'auberge. Tout cela était trop grossier pour s'accorder avec le délicat silence qui régnait dans l'école. Celui qui avait imaginé ce petit tableau était non seulement réfléchi, mais aussi imaginatif. Et l'imagination, d'après l'expérience de Miss Marple, s'accompagnait rarement de violences brutales. Elle décida donc de se lancer dans une petite expérience. Rien d'évident, rien qui pourrait lui valoir les sévères sermons de l'inspecteur Talbot concernant toute ingérence. Juste un petit test domestique, de ceux que les innocents pourraient réussir et qui pourraient lui faire trébucher les coupables. Tout commença, comme tant d'autres choses à Rose Hill, par le thé. Miss Marple invita un petit groupe dans le salon de Madame Carter, sous prétexte de l'aider à trier le linge de maison de l'Union des mères. Madame Carter, nerveuse, lui fut reconnaissante de cette excuse, et en milieu d'après-midi, la pièce était occupée par Madame Hewitt, Miss Partridge, la jeune Elsie Pratt, et, par un heureux hasard, Miss Marple elle-même. L'atmosphère était à la civilité forcée. Madame Hewitt eut du mal à s'empêcher de répéter qu'elle avait entendu la cloche de l'église à 11h30 précises. Mademoiselle Partridge la corrigea d'un 21 minutes passées, tandis qu'Elsie Pratt, pâle et silencieuse, ne contribuait guère qu'à hocher la tête distraitement de temps à autre. C'est durant cette accalmie que Miss Marple, penchée sur une pile de nappes, fit doucement remarquer « Quelle affreuse affaire ! Pauvre Monsieur Pritchard, et maintenant c'est trouble. On se demande ce qui va suivre. » Il y eut un murmure d'approbation. Mademoiselle Partridge lança un commentaire sec sur la lenteur de l'inspecteur. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent une fois dans son sac, tandis qu'elle ajoutait tout doucement « J'ose dire que la chose la plus étrange est ce livre de cantiques, laissé ouvert à que toute chair mortelle garde le silence. On se demande qui a bien pu choisir une ligne aussi particulière. » Elle laissa tomber la remarque, puis s'occupa à lisser un linge. Il était dans sa nature, bien sûr, de remarquer les petits détails, comme la façon dont Madame Hewitt pinçait les lèvres ou le reniflement désapprobateur de Mademoiselle Partridge. Mais c'était la réaction d'Elsie Pratt qui l'intéressait le plus. La jeune maîtresse d'école sursauta légèrement. Ses yeux se levèrent, l'espace d'une seconde seulement, puis se baissèrent. Une légère rougeur lui monta aux joues, et elle tâtonna dans sa tasse avant de la stabiliser des deux mains. Miss Marple ne dit rien. Elle se contenta d'observer, et elle plaça ce léger frémissement de réaction parmi d'autres curiosités mineures. La dispute d'Elsie avec M. Pritchard au sujet de l'utilisation de l'école, sa pâleur depuis sa mort, sa courte élocution inhabituelle. Un motif se formait, semblable à un motif de dentelle, délicat, mais reconnaissable. À la fin de l'après-midi, Miss Marple rentra chez elle avec Madame Carter, qui soupira de soulagement à la fin de la réunion. « Mon Dieu, Jane, dit-elle, c'est devenu vraiment épouvantable. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait effrayer ainsi le village. Croyez-vous vraiment que Blake soit innocent ? » « Ma chère, dit doucement Miss Marple, je pense que Blake est coupable de mauvaise humeur et de ménage mal fait, mais pas de ranger les livres de cantiques ni d'essuyer les tableaux noirs. Non, c'est une faute bien différente, en effet. » Et tandis qu'elle s'installait dans son fauteuil près de la fenêtre ce soir-là, la cloche de l'église sonnant doucement au loin, les aiguilles de Miss Marple claquèrent. Son petit piège avait tremblé, très légèrement. Pas assez pour accrocher, mais suffisamment pour indiquer où le fil pourrait être tiré ensuite. Chapitre 8. Doutes et défenses. L'inspecteur Talbot avait passé la majeure partie de sa carrière à enquêter sur des affaires pratiques. Cambriolage dans de petites villes, bagarres lors de courses hippiques, querelles domestiques occasionnelles qui tournaient motte-mal. Il croyait aux faits qui pouvaient être comptés et palpables, empreintes digitales, traces de pas, récits de l'endroit où un homme se tenait à telle heure. Il n'avait guère de tolérance pour les ombres ou les impressions. Ainsi, pour lui, M. Blake restait le coupable le plus probable.
Le lendemain matin de la réunion discrète de Miss Marple, Talbot tint une petite conférence dans l'école même. L'agent Owen était présent, son carnet serré comme une bouée de sauvetage, et le docteur Haydock avait été convoqué pour répéter ses observations médicales. « Blake, » dit Talbot avec fermeté, « admet avoir été sur les lieux la veille de la découverte du corps. Il reconnaît que la porte n'était pas verrouillée. Il a du caractère, et l'argent et le ressentiment sont des mobiles suffisants. Tant que je n'aurai pas de preuves plus claires, il reste le principal suspect. » Le docteur Haydock ricana. « Vous pouvez le considérer comme suspect si vous le souhaitez, mais je vous assure que la manière dont il a été tué ne convient pas. Un coup de charpentier laisse une marque, et il n'y en avait pas. Monsieur Pritchard n'a pas été battu ni étranglé. Il a été maîtrisé d'une manière plus subtile. » Talbot fronça les sourcils, visiblement irrité. « Du poison, alors. »« C'est possible, » admit le médecin. Mais il n'y avait rien de évident. Pas de verre, pas de tasse à côté de lui. Le corps en dira plus en temps voulu, mais jusqu'à présent, rien ne relie Blake au poison. Néanmoins, a déclaré Talbot, avec la fermeté d'un homme qui ferme un registre, nous ne pouvons pas négliger une opportunité. C'est à ce moment-là que Miss Marple, qui s'était glissée à l'arrière avec les plus légères, « Excuse. J'ai pensé que je pourrais peut-être rendre le mouchoir de Madame Carter. Elle l'a laissé derrière elle. » S'autorisa à parler. « L'opportunité, observa-t-elle doucement, est une chose curieuse. Elle n'appartient pas toujours à ceux qui sont les plus visibles. Parfois, elle appartient à ceux qui semblent les plus improbables ou les plus invisibles. » Talbot se retourna, réprimant son impatience. « Vous avez quelque chose de précis en tête, Miss Marple ?»« Oh non, » dit-elle en tricotant doucement. « J'ai seulement connu des cas où le coupable était passé inaperçu simplement parce que tout le monde pensait qu'il n'avait aucune raison, alors que ceux qui semblaient coupables étaient simplement imprudents ou malchanceux. » L'agent Owen, qui respectait profondément la réputation de Miss Marple à St. Mary Mead, parut légèrement impressionné. Talbot, cependant, se contenta d'écrire un bref mot dans son carnet et le referma. Cet après-midi-là, le village était de nouveau en proie aux spéculations. Monsieur Blake, disait-on, avait été vu en pleine dispute avec Madame Hewitt 2 jours auparavant. Ou peut-être s'agissait-il de Mademoiselle Partridge. Les détails variaient, mais la conclusion restait la même. L'inspecteur tenait son homme. Miss Marple, rentrant chez elle en longeant le chemin bordé de haies, entendit un fragment de ses propos et sourit intérieurement, non pas avec amusement, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a remarqué quelque chose de petit et révélateur. Car à cet instant précis, de l'autre côté du pré, Elsie Pratt se tenait debout, les bras chargés de livres scolaires, en train de parler à la mère d'une de ses élèves. Et lorsque la cloche de l'église sonna l'heure, Miss Marple la vit tressaillir. Pas trop, pas au point que quelqu'un d'autre le remarque. Mais elle tressaillit, et Miss Marple savait avec la certitude d'une longue pratique que le filet de l'inspecteur était jeté dans la mauvaise direction. Chapitre 9. L'ombre de la maîtresse d'école. Le lendemain matin de la déclaration de l'inspecteur Talbot, Miss Marple se promena tranquillement le long du chemin qui serpentait derrière le cimetière. Elle n'avait aucune course particulière à faire, du moins aucune que le village reconnaîtrait comme telle, mais elle était décidée à en apprendre un peu plus sur Miss Elsie Pratt. Elsie habitait une modeste maisonnette près du verger. Le jardin était soigné mais sans amour. Un carré de géranium, une rangée de chemisiers lavés flottant sur l'étendoir, et un portail qui avait besoin d'être repeint. Miss Marple marqua un instant, notant les détails, puis frappa à la porte de sa main gantée et soignée. L'institutrice elle-même l'ouvrit, toujours vêtue de sa simple robe d'institutrice, les livres dans les bras. Elle parut surprise à la vue de Miss Marple, mais s'apaisa rapidement. « Mademoiselle Marple, bonjour. J'allais justement à l'école. Je ne vous retiendrai pas longtemps, ma chère, dit Miss Marple avec une courtoisie bienveillante. Je me demandais simplement si vous pouviez m'accorder un instant. Je suis tombée hier sur un petit papier confié à Madame Carter, un bout de papier marqué toujours.
et cela m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle les mots doivent passer entre les mains d'un professeur. Vous savez, j'ai un jour aidé une jeune gouvernante qui était très perturbée par des notes anonymes glissées dans les cahiers de ses élèves. Elle s'y rougit et changea de livre. Les enfants jouent à des tours. Il ne faut pas trop y croire. Tout à fait, acquiesça Miss Marple, le regard doux. Et pourtant, les enfants choisissent rarement leurs mots avec autant de solennité. Ils préfèrent les plaisanteries, cochon, âne, etc. Toujours. C'est un mot plutôt adulte, tu ne trouves pas? Il y eut un bref silence. Elsie baissa les yeux. Je dois vraiment y aller, Miss Marple. Les enfants m'attendent. Bien sûr, ma chère. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Vous êtes consciencieuse. Monsieur Pritchard le disait souvent, n'est-ce pas? Les mains d'Elsie se crispèrent sur ses livres. Monsieur Pritchard était exigeant. Ah oui, murmura Miss Marple comme si elle se remémorait un désagrément domestique. Un homme capricieux. Pas facile peut-être pour quelqu'un qui voulait diriger sa classe à sa façon. L'espace d'un instant, le sang-froid d'Elsie se brisa. Une lueur du ressentiment, de la douleur, peut-être de la peur, traversa son visage. Puis elle se reprit et inclina la tête. « Bonjour, Miss Marple. » La porte s'est fermée assez rapidement. Miss Marple resta un moment dans l'allée, écoutant le léger bruissement des feuilles du verger. Elle en avait appris suffisamment, même si ce n'était pas encore une preuve. Elle avait appris qu'Elsie Pratt nourrissait une rancune contre M. Pritchard, une rancune qui suscitait plus qu'une simple contrariété. Et les rancunes, d'après l'expérience de Miss Marple, étaient ces graines qui, avec le temps et le secret, pouvaient se transformer en fleurs des plus désagréables. Plus tard, dans l'après-midi, elle s'assit dans le salon de thé de Greeley, tricotant tranquillement pendant que Mme Hewitt s'affairait avec les dernières bouchées. « On dit que M. Blake sera traduit devant le magistrat, » déclara Mme Hewitt, essoufflée par l'importance de son geste. « L'inspecteur Talbot en est certain. Et c'est une grâce en plus. Nous ne pouvons pas vivre avec cette ombre au-dessus de nos têtes. » Miss Marple, les yeux rivés sur ses aiguilles, demanda doucement. « Et pourtant, ma chère, les ombres ne se dissipent pas si facilement si elles sont projetées par le mauvais objet. » Madame Hewitt fronça les sourcils. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Miss Marple esquissa un sourire doux et entendu. « Oh, seulement que j'imagine que l'ombre appartient à quelqu'un de bien différent. Et les ombres, vous savez, ont tendance à s'accrocher plus étroitement à ceux qui s'efforcent le plus de sortir de la lumière. » Elle sirota son thé en pensant au sursaut au son de la cloche, au bout de papier, au visage pâle à la réunion de Madame Carter. Oui, l'institutrice portait une ombre en elle, et Miss Marple, avec une patience infinie, comptait bien voir où cela l'amènerait. Chapitre 10. Une frayeur à l'école. Le mardi soir, l'école, silencieuse depuis la mort de M. Pritchard, fut de nouveau ouverte. L'inspecteur Talbot avait insisté pour une reconstitution, déterminé à prouver la culpabilité de Blake par des dates, des positions et des hypothèses. Il convoqua Blake lui-même, sombre et rebelle, ainsi que mademoiselle Partridge, Madame Carter et une poignée de villageois présents au rassemblement de l'Union des mères. La pièce était froide, inutilisée, l'air chargé de cette légère odeur de poussière de craie qui persiste même après avoir essuyé les tableaux. Une seule lampe brûlait faiblement sur le bureau. Le pupitre, avec son livre de cantiques ouvert, avait été remis à sa curieuse place, comme l'inspecteur Talbot le croyait. « Maintenant, dit-il debout au milieu, nous allons voir comment chacun s'est déplacé et à quelle heure. Blake, tu prétends être allé chercher tes outils tard le soir. Montre-nous comment tu es entré. » Blake, la mine renfrognée, s'exécuta. « Par la porte latérale, comme ça. J'ai cherché mon ciseau, je l'ai trouvé et je suis parti. C'est tout. » L'inspecteur le pressa de questions, mais c'est au cours de cet exercice que survint un événement totalement inattendu. Mademoiselle Partridge, debout, raide, près du tableau, poussa un cri aigu. « Voilà, vous voyez ?» Tous les regards se tournèrent. Dans la faible lumière de la lampe, des lettres étaient apparues sur le tableau, comme appelées par l'humidité qui remontait du chiffon qui les avait essuyées. Fantomatiques, irrégulières,
mais indéniable. « Sois tranquille. » Il y eut un hoquet de surprise. Madame Carter serra les mains, et même le sang-froid de l'inspecteur Talbot vacilla un instant. « Un truc, » grogna Blake, mais sa voix manquait de conviction. Talbot s'avança vers le tableau et l'examina attentivement. Il passa la main dessus, puis fronça les sourcils. « Pas de craie récente. Les marques sont plus anciennes, frottées, mais toujours présentes. » Miss Marple, assise tranquillement près du mur, observa avec une expression des plus douces. « La craie, inspecteur, ressemble beaucoup à la mémoire. Elle persiste, même avec le plus grand soin. Et parfois, ce qui persiste nous en dit plus que ce qui est censé être vu. » L'inspecteur marmonna quelque chose à propos de superstition, mais il parut troublé. L'effet sur les villageois, cependant, fut immédiat. La pièce bourdonnait de murmures. Certains se signèrent, d'autres murmurèrent des fantômes, des signes, des avertissements venus d'ailleurs. C'est alors qu'Elsie Pratt, debout près de la fenêtre, poussa un cri étouffé. La vitre avait tremblé comme si elle avait été frappée de l'extérieur, bien que personne ne l'ait touchée. Elle pâlit, la main portée à sa gorge. L'inspecteur Talbot se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit brusquement et scruta l'obscurité. Rien. La place était silencieuse, une brume rampait sur l'herbe. Lorsqu'il se retourna, Elsie tremblait visiblement. Le regard de Miss Marple se posa sur elle avec une sympathie discrète, mais aussi avec la clarté de la reconnaissance. Ce n'était pas de la simple peur, c'était la culpabilité de quelqu'un qui entend un bruit auquel il s'attendait à moitié. Talbot congédia brusquement l'assemblée, déclarant que l'écriture était « de la vieille craie », rien de plus. Pourtant, son ton avait perdu une certaine assurance. Blake fut autorisé à rentrer chez lui, mais sous observation, et les villageois partirent en groupes inquiets, murmurant signes et esprits. Seule Miss Marple s'attarda. Elle ajusta son châle et dit doucement à l'inspecteur « Vous voyez, n'est-ce pas ? La peur ne s'exprime pas de la même manière dans tous les cœurs. » Monsieur Blake fanfaronna, mais il n'avait pas peur. D'autres, eh bien, leur peur était d'une toute autre nature. L'inspecteur Talbot lui lança un regard noir, mais il ne répondit pas. Et Miss Marple, avec ses patiements aiguilles qui l'attendaient à la maison, pensa. La pièce approchait du deuxième acte, et le véritable acteur commençait à se montrer. Chapitre 11. Une conversation à la lumière d'une lampe. Le lendemain soir, Miss Marple rendit visite à Elsie Pratt au cottage. Elle avait soigneusement planifié sa visite, arrivant juste au moment où l'institutrice revenait de ses cours, livres et cahiers sous le bras. Le crépuscule de septembre tombait déjà, et Elsie, prise au dépourvu, semblait fatiguée et quelque peu méfiante en voyant la vieille dame à son portail. « Mademoiselle Marple, » dit-elle rapidement, « avez-vous... vous vouliez quelque chose ?»« Juste un peu de compagnie, ma chère, » dit doucement Miss Marple, son châle bien serré contre le froid. « Les soirées sont longues, et j'ai pensé que vous ne verriez peut-être pas d'inconvénient à prendre une tasse de thé entre voisins. » Elsie hésita puis s'écarta. « Bien sûr, entrez. » Le cottage était propre, sans être douillet. Tout était arrangé selon les règles d'une maîtresse d'école, mais dépourvu du confort élémentaire qui fait qu'une maison est habitée. Une seule lampe éclairait la table, et le tic-tac de l'horloge semblait retentissant dans le silence. Miss Marple accepta son thé d'un air calme, le regard attentif sans en avoir l'air. « Vous devez vous sentir seule parfois, » observa-t-elle doucement. « Enseigner dans un village où tout le monde se connaît depuis des années. Je me souviens d'une amie très chère à Mudge Benham, nouvelle institutrice, et combien il lui avait été difficile de se faire accepter. » Elsie esquissa un petit sourire forcé. « Oui, les gens parlent. »« En effet, » acquiesça Miss Marple en remuant son thé. « Ils ont parlé du pauvre M. Pritchard, par exemple. Certains disent qu'il était difficile, d'autres qu'il se mêlait de tout, mais j'imagine qu'il pouvait aussi être plutôt exigeant avec une jeune institutrice de son école. » Les mots résonnèrent doucement dans la pièce. Elsie se raidit, serrant sa tasse.
Il était méticuleux, toujours à l'affût, toujours à corriger, comme si l'école lui appartenait encore, alors qu'elle avait été cédée à d'autres usages. Oui, dit Miss Marple en hochant la tête comme si c'était la chose la plus banale qui soit. Cela a dû être très dur, surtout quand on voulait travailler en paix. Le silence suivit. Dehors, un chien aboya au loin, puis le silence revint. Elsie reposa sa tasse avec un léger bruit métallique. « Je le lui ai dit, » s'écria-t-elle soudain. « Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit. Les clés étaient à moi pendant les heures de cours. J'avais besoin de calme, de discipline. Il a dit que j'étais trop stricte, que j'effrayais les enfants. Mais il doit soyez tranquille, Miss Marple. S'ils ne sont pas tranquilles, s'il y a du bruit, je ne peux pas. » Elle s'interrompit, se pressant la tempe. Miss Marple tendit la main et lui toucha légèrement le bras. « Ma chère enfant, » dit-elle avec beaucoup de douceur, « personne ne supporte le silence imposé avec trop de violence, pas même soi-même. Il transforme la paix en une chose terrible. » Elsie la regarda, les yeux écarquillés et effrayés. « Tu crois que je… » Elle s'arrêta. Ses lèvres tremblaient. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste… » Miss Marple lui tapota la main. « Tu ne dois pas en dire plus que tu ne le souhaites. Mais je pense que tu devrais être prudente. L'inspecteur Talbot regarde dans la mauvaise direction pour l'instant, mais avec le temps, il pourrait regarder ailleurs. Et les ombres, tu sais, ne restent pas cachées éternellement. » Lorsque Miss Marple quitta le cottage, la lumière de la lampe derrière elle semblait plus faible, comme si le poids de la peur l'avait écrasée. Elle rentra chez elle lentement, son châle serré sur ses épaules, pensant au visage pâle d'Elsie Pratt et au bout de papier marqué toujours. La vérité, sentait-elle, était toute proche. Il ne manquait plus qu'une pièce, et le motif serait uni. Chapitre 12. Le point de rupture. La paix de Rose Hill ne dura pas longtemps. 2 nuits après la visite de Miss Marple à Elsie Pratt, le village fut secoué par un nouveau trouble. Cette fois, ce n'était ni une cloche ni un murmure de craie sur un tableau, mais quelque chose de bien plus alarmant. À l'aube, le fils de M. Green, envoyé chercher du lait à la ferme, revint en courant par la grande-rue, pâle comme un parchemin. Essoufflé, il déclara que la porte de l'école était grande ouverte et qu'à l'intérieur, les bureaux et les chaises avaient été renversés, dispersés comme par une tempête. Au tableau noir, en gros traits de craie, un seul mot était écrit « Silence ». L'inspecteur Talbot fut immédiatement appelé. Il arpenta la salle de classe, les sourcils froncés, la voix saccadée. « Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un est entré ici délibérément, la nuit, a monté ce spectacle et est reparti. C'est une moquerie, une pure moquerie, de la loi et de cette enquête. » L'agent Owen griffonna consciencieusement, même si sa main tremblait légèrement. Madame Carter, qui était venue avec les clés, pressa un mouchoir contre sa bouche. « C'est de la méchanceté, » murmura-t-elle. « De la méchanceté dans notre village. » L'inspecteur se tourna violemment vers Blake, arrivé en remorque, clamant toujours son innocence. « C'est votre faute, je suppose. Vous cherchez à nous effrayer pour que nous abandonnions l'affaire. » Blake jura avec véhémence qu'il avait passé la nuit au Red Lion, et le propriétaire le confirma, mais sans enthousiasme. Miss Marple, entrée discrètement et debout près de la fenêtre, observait la scène avec son regard doux habituel. Mais son attention ne se portait ni sur les dénégations de Blake, ni sur les fanfaronnades de Talbot. Elle se concentrait sur Elsie Pratt. L'institutrice était également venue, convoquée comme responsable des lieux. Elle se tenait raide, le visage blême, les lèvres pincées, et lorsque ses yeux tombèrent sur le tableau noir et son message, elle tressaillit comme frappée. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement dans ses mains. Ce tressaillement était insignifiant, mais c'était le point de rupture d'un fil qu'elle avait patiemment suivi pendant des jours. Plus tard dans la matinée, elle trouva Elsie marchant seule dans le sentier du verger, les épaules voûtées, ses manuels scolaires serrés contre sa poitrine. Miss Marple la rejoignit doucement, d'un ton bienveillant. « Ma chère, dit-elle,
Tu ne dois pas porter ce poids seul. La peur et le silence sont de cruels compagnons. Ils déforment terriblement les pensées. Je l'ai déjà vu. » Elsie s'arrêta, les yeux pleins de larmes. « Tu ne comprends pas. » Il me regardait sans arrêt, me critiquait, me corrigeait. J'avais besoin de silence. J'avais besoin qu'il reste. Sinon je n'y arriverais pas. Et quand il riait, quand il disait que j'étais inapte, quelque chose se brisait en moi. Miss Marple posa la main sur son bras. « Vous vouliez seulement faire taire le bruit, mais le silence trop forcé devient dangereux. C'est ce que le pauvre M. Pritchard a appris. » Elle s'y retint, son souffle, et Miss Marple crut un instant qu'elle allait prononcer ces mots sans détour. Mais la jeune femme secoua la tête avec emportement et s'enfuit sur le chemin, laissant Miss Marple plantée parmi les pommes tombées, son châle serré contre elle. La vieille dame soupira. La vérité était proche, douloureusement proche, et bientôt, elle le savait, il faudrait la dire. Chapitre 13. L'inspecteur Talbot prête l'oreille. L'inspecteur Talbot s'enorgueillissait de son ordre, de sa raison, de sa façon d'empiler soigneusement les faits pour en faire une structure solide. Mais à mesure que les jours passaient à Rose Hill, son dossier contre Blake semblait de moins en moins solide. Les témoins se contredisaient, les motivations se multipliaient au lieu de s'atténuer, et voici le dernier scandale. Les bureaux renversés et cette demande de « silence » avaient complètement sorti l'affaire du domaine de l'ordinaire. Le mercredi après-midi, il se retrouva au salon de thé Grillet, les yeux plongés dans une tasse de thé comme si elle pouvait lui révéler la solution. Les tables autour de lui murmuraient des ragots, et bien qu'il feignît de ne pas entendre, les mots le piquaient comme des orties. Aucun progrès. L'inspecteur s'est égaré. C'est peut-être un fantôme. C'est dans cet état que Miss Marple s'approcha, un châle soigneusement plié sur ses épaules, un sac à tricot sur son bras. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle gentiment. « Puis-je me joindre à vous? Je pense toujours que le thé est meilleur en compagnie. » Talbot se leva, toujours courtois, et désigna la chaise d'un geste. « Bien sûr, Miss Marple, mais je dois vous prévenir, je ne suis pas de très bonne humeur. »« Peu d'entre nous le sont, avec une telle détresse, » répondit-elle doucement en se calmant. Ses aiguilles se mirent à cliqueter doucement. « Le problème, voyez-vous, c'est que la nature humaine se conforme rarement à des modèles précis. C'est plutôt comme le tricot. Une maille peut glisser, une autre se resserrer, et soudain, le motif tout entier paraît différent. » Talbot émit un petit rire, las mais pas méchant. « Vous me trouvez trop friand de design soigné, Miss Marple ? Je pense, dit-elle en souriant, que vous avez essayé de placer M. Blake dans une situation qui ne lui convient pas vraiment. Il fanfaronne, certes, et il boit trop, mais les fanfaronnades sont bruyantes, et ses crimes, ses arrangements, sont une question de silence. » Talbot fronça les sourcils. Et alors, Miss Marple sirotait son thé, le regard doux. « Voyez qui a le plus besoin de silence, qui craint le bruit, qui exige l'ordre par-dessus tout. Ce n'est souvent pas l'homme brutal qui aspire au calme, inspecteur, mais quelqu'un de plus délicat. Quelqu'un qui ne supporte pas le désordre, qui perçoit chaque murmure comme une offense. » Talbot fronça les sourcils. « Tu veux dire ?» Miss Marple baissa les yeux vers son tricot. « Je ne veux rien dire d'aussi simple, inspecteur, mais j'ose dire que si vous observez attentivement, vous verrez qui tremble à chaque fois que le mot de silence est écrit, ou quand la cloche ose sonner. La peur révèle bien plus que les mots, et la peur, comme je l'ai constaté, est rarement feinte longtemps. » L'inspecteur resta silencieux un long moment, puis il dit, à contre-cœur mais sincèrement, « Vous avez le don, Miss Marple. Je ne prétends pas comprendre comment vous tracez ces lignes, mais vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Très bien, je vais garder l'œil ouvert. Et peut-être... » Il hésita, puis hocha brièvement la tête. « Peut-être me le direz-vous quand vous en serez certaine. » Miss Marple sourit en pliant soigneusement son tricot. « Quand le modèle sera parfaitement clair, inspecteur, je serai ravi de le faire. Mais parfois, vous savez, il vaut mieux laisser les coupables se révéler.
Souvent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors qu'elle se levait pour partir, la lumière de l'après-midi baignait la place. L'école était silencieuse, volets fermés, mais dans l'esprit de Miss Marple, le schéma était presque parfait. Un dernier fil, une dernière traction, et le silence parlerait enfin. Chapitre 14. Le piège est tendu. Miss Marple avait appris depuis longtemps qu'on pouvait rarement forcer la vérité. Il fallait l'amadouer, comme on amadoue un oiseau timide pour qu'il se pose sur un rebord de fenêtre. Un mouvement trop brusque, et il s'envole. Trop patient, et il pourrait ne jamais venir. Mais il fallait trouver un équilibre, et Miss Marple, avec son regard calme et ses manières modestes, avait perfectionné cet art. Elle décida que le piège final devait être tendu là où le silence lui-même avait été transformé en théâtre, à l'intérieur de l'école. Pour ce faire, elle persuada Madame Carter avec une douce insistance d'y tenir une nouvelle brève réunion de l'Union des mères. « Cela rassurera le village, ma chère, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Rien ne calme autant que de retrouver ses habitudes. » Madame Carter accepta, quoique nerveusement, et la nouvelle se répandit. Une petite réunion fut organisée. Mademoiselle Partridge, austère comme toujours. Madame Hewitt, avide de spectacle. Madame Allen serrant son gâteau de graines comme un talisman. Et, point crucial, Mademoiselle Elsie Pratt, qui pouvait difficilement refuser d'être présente sans attirer l'attention. L'inspecteur Talbot, informé du plan, fronça les sourcils mais consentit. « Je demanderai à l'agent Owen de venir, » dit-il d'un ton bourru. « Mais si c'est une de vos petites inventions, Miss Marple, j'aimerais bien en connaître l'utilité. »« Oh, rien de remarquable, » répondit Miss Marple d'une voix douce. « Sauf que les gens dans un environnement familier oublient souvent leur prudence. Ils se montrent par de petites attentions. » Le soir arriva. Les femmes se rassemblèrent dans la pièce fraîche, châles tirés, les tasses de thé cliquetant faiblement sur la table à tréteaux. Miss Marple était assise discrètement à l'écart, son tricot sur les genoux, bien que son regard se posât souvent sur le tableau noir. Elle y avait elle-même inscrit à la craie un simple vers. « Restez tranquille et sachez. » C'était anodin, incomplet, mais suggestif. Elle l'avait écrit délibérément, sachant ce que cela provoquerait. Les conversations s'agitaient comme des oiseaux nerveux. Madame Hewitt répéta son histoire préférée, celle où elle entendait la cloche de l'église. Mademoiselle Partridge rétorqua sèchement que les ragots ne servaient à rien. Madame Allen demanda d'une voix tremblante s'il ne pourrait pas tenir la prochaine réunion ailleurs. Puis, comme Miss Marple l'avait prévu, le moment arriva. Elsie Pratt leva les yeux vers le tableau noir. Elle se figea. Ses lèvres remuèrent sans bruit, et ses mains, jointes sur ses genoux, se serrèrent jusqu'à blanchir leurs jointures. Elle détourna vivement le regard, mais Miss Marple ne put s'empêcher de percevoir le tremblement qui lui traversa le visage. « Ah oui, » dit Miss Marple à voix haute, de sa voix la plus douce. « Un verset si réconfortant. Vous ne trouvez pas ? Restez tranquille et sachez. Il parle de paix, bien sûr, mais parfois, hélas, il a été déformé en quelque chose de plus dur. » Le silence imposait là où il ne devrait pas être. Il y eut un silence. Madame Hewitt la regarda, perplexe. Mademoiselle Partridge renifla. Mais Elsie laissa échapper un léger son, un halètement étranglé, et sa tasse glissa, se brisant au sol. La salle explosa d'exclamations. Miss Marple, sereine au milieu du vacillement, se leva et posa doucement la main sur le bras d'Elsie. « Ma chère, » dit-elle assez doucement pour qu'Elsie seule l'entende, « le silence que vous désirez a déjà parlé pour vous. Inutile de vous y opposer davantage. » Elsie tremblait, les yeux écarquillés et pleins de larmes. « Je n'ai jamais voulu, » commença-t-elle, mais ses mots vacillèrent. L'inspecteur Talbot s'avança aussitôt, la mâchoire serrée. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-il. Miss Marple le regarda avec une assurance sereine. « Ce n'est que le schéma qui se complète, inspecteur. La vérité est toute proche. Il ne reste plus qu'à la dire à voix haute. » Et dans le silence qui suivit,
Un silence qui n'était plus artificiel mais authentique. Elsie Pratt baissa la tête, sa respiration se faisant par à-coups, comme si le silence même qu'elle avait autrefois exigé pesait désormais sur elle comme un poids. Chapitre 15. La confession et l'explication. Pendant un instant, après que la tasse de thé se fut brisée, la pièce résonna de petits cris et du bruissement des femmes s'éloignant des éclats. Puis tout sombra dans un silence si profond que même le tic-tac de l'horloge murale parut bruyant. Elsie Pratt tremblait, le visage pâle, les mains jointes. L'inspecteur Talbot, policier jusqu'au bout des ongles, s'avança vers elle. « Mademoiselle Pratt, dit-il d'un ton sévère mais sans amertume, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Lorsqu'elle parla, sa voix était à peine plus basse qu'un murmure. « Je ne voulais pas le tuer, vraiment. » Il y eut un hoquet collectif. Madame Hewitt agrippa la manche de Madame Carter. Mademoiselle Partridge se raidit, comme si même une confession devait être prononcée avec une grammaire correcte. « Je voulais juste qu'il se taise, » poursuivit Elsie, les mots jaillissant à toute vitesse. « Il me corrigeait sans cesse, me rabaissait devant les enfants. Il disait que j'étais inapte, que je n'y arriverais jamais. Je ne supportais pas le bruit, le désordre. J'avais besoin de silence, de discipline, sinon j'aurais la tête qui tourne. Cette nuit-là, il s'est moqué de moi. Il a ri quand je l'ai supplié d'arrêter de s'en mêler. J'avais le flacon de poudre dans mon sac, du bromure pour mes nerfs. Je pensais qu'un peu le calmerait, qu'il cesserait ses agitations incessantes. Mais il a bu plus que je ne le voulais. Il ne s'est jamais réveillé. » Sa voix se brisa. Elle se couvrit le visage de ses mains. L'inspecteur Talbot échangea un regard rapide avec l'agent Owen. Le jeune homme remua, mal à l'aise, visiblement choqué. Ce fut Miss Marple qui rompit le silence d'une voix douce, presque triste. « Oui, ma chère, tu as glissé les poudres dans son chocolat, n'est-ce pas ? » C'était un homme difficile, mais attaché à son confort. Il ne refusait pas une boisson chaude, surtout après avoir réprimandé les autres pour avoir laissé les choses en désordre. Et lorsqu'il s'endormit, trop profondément, tu réalisas ce que tu avais fait. Tu essayas de faire croire à un message, la cloche emballée, le livre de cantiques, la craie sur le tableau, le silence partout, comme si le silence lui-même en était le coupable. Elsie baissa les mains, les yeux écarquillés de terreur. « Comment le savais-tu ?»« Parce que, » dit doucement Miss Marple, « seul quelqu'un qui aspire au silence l'utilise si délibérément. Monsieur Blake fanfaronne, Madame Hewitt cancane, Mademoiselle Partridge gronde, mais aucun d'eux ne craint le bruit comme vous. Je l'ai constaté chaque fois qu'une cloche sonnait, chaque fois que le mot était écrit. Vous ne pouviez cacher votre peur, ni votre besoin. » Un murmure s'éleva parmi les femmes, mi-pitié, mi-horrifié. Les yeux de Madame Carter se remplirent de larmes. L'inspecteur Talbot s'éclaircit la gorge, le visage grave. « Mademoiselle Pratt, je dois vous mettre en garde. Si vous continuez... » Mais Elsie secoua la tête, presque soulagée. « Ce n'est pas nécessaire. J'ai vécu dans la peur du bruit toute ma vie. Maintenant, il ne me reste plus que le silence. » Elle s'affala sur une chaise, épuisée, sa confession terminée. Miss Marple, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, observait la scène avec une tristesse silencieuse. Elle avait déjà vu cela. Non pas la méchanceté née de l'avidité ou de la haine, mais le désespoir, qui couvait dans les ténèbres de l'esprit jusqu'à éclater en un acte terrible. Et toujours, ce sont les petits détails, un bout de papier, un sursaut à un bruit, qui révélaient la vérité. Chapitre 16. Les suites silencieuses. Rose Hill s'installa à sa manière, comme toujours dans les villages. Le scandale et le choc furent évoqués sans cesse pendant une semaine, puis s'intégrèrent progressivement à la vie quotidienne, tel un fil brillant tissé sur un tissu ordinaire. Les gens retournèrent à leur jardin, à leurs courses, à leur thé, même si l'école, pendant un temps,
fut regardée de travers et évitée après la tombée de la nuit. Mademoiselle Elsie Pratt fut emmenée, pâle et abattue, n'offrant aucune résistance. L'inspecteur Talbot, implacable par son devoir, l'accompagna, même s'il semblait lui-même touché de pitié. Les villageois murmuraient qu'elle ne serait pas pendue, que son état d'esprit serait pris en considération, qu'elle serait envoyée quelque part pour se rétablir, loin des salles de classe, des craies et des incessantes exigences du silence. Certains disaient que c'était une forme de clémence. D'autres, plus sévères, secouèrent la tête et murmuraient que la méchanceté devait être punie. M. Blake, vigoureusement justifié, retourna à l'auberge avec une vigueur renouvelée, se déclarant lésé par les soupçons. Madame Hewitt répéta si souvent son rôle dans l'affaire qu'elle-même en fut lasse. Mademoiselle Partridge renifla et dit avoir tout prévu dès le début, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Et Madame Carter, avec une dignité tranquille, retourna à ses devoirs paroissiaux, même si ses mains tremblèrent pendant plusieurs jours lorsqu'elle servit le thé. Quant à Miss Marple, elle s'asseyait de nouveau près de sa fenêtre le soir, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, le son régulier comme une horloge. À ceux qui l'interrogeaient, elle expliquait peu de choses. Elle ne cherchait jamais à se faire reconnaître, ni à faire souffrir en racontant chaque détail horrible. Pourtant, lorsqu'on insistait, elle disait avec sa douceur que ce n'était pas la haine qui avait tué le pauvre M. Pritchard, mais la peur du bruit, la peur de perdre le contrôle, et la peur non exprimée est une compagne dangereuse. L'école, après un intervalle respectable, ouvrit à nouveau ses portes à l'union des mères. Le feu crépitait dans l'âtre, les tasses s'entrechoquaient, les scones circulaient. La conversation devint animée, presque trop animée, comme si les femmes cherchaient à chasser l'ombre par leur bavardage. Et avec le temps, l'endroit reprit sa vie ordinaire, même si, de temps à autre, si une chaise raclait trop fort ou si une cloche sonnait trop brusquement, quelqu'un sursautait et regardait par-dessus son épaule. Miss Marple le remarqua, comme toujours, mais ne dit rien, car elle savait que les villages, comme les gens, doivent guérir à leur manière. L'ordre revient, mais jamais sans une légère cicatrice. Quelques semaines plus tard, par un doux après-midi, elle traversa la place, s'arrêtant pour admirer les chrysanthèmes d'automne. L'agent Owen la salua avec un respect timide, et l'inspecteur Talbot, passant en voiture, inclina gravement la tête. Il avait peut-être appris que l'ordre ne vient pas toujours des registres et des listes, mais parfois des observations discrètes d'une vieille dame tenant une pelote de laine. Miss Marple sourit intérieurement, en se tournant vers la maison de son neveu. Le monde, songea-t-elle, était rarement paisible, mais il était infiniment humain. Et tant qu'il y aurait de petits villages et des gens ordinaires, il y aurait des énigmes à résoudre. Des énigmes cachées dans les tasses de thé, dans les ragots, dans le silence d'une école. Ses aiguilles claquèrent, le village revit, et Miss Marple, comme toujours, remarqua tout.